À ce stade, évidemment, il faut avoir le regard des assureurs. Hein. On est quasiment à la fin de nos travaux, mais pas tout à fait. Dans cette politique de prévention des catastrophes naturelles, j'ai le plaisir de demander à Amandine Driot, Fabien Le Gall et Romain Deserables de venir avec moi sur la partie salon pour cette table ronde de l'après-midi. Installez-vous. Amandine, Fabien, Romain. Voilà, merci beaucoup. Amandine Driot, vous êtes responsable de projet prévention B2B pour la société d'assurance de collectivités locales, des élus, des agents territoriaux et des associations. Hein, on va évidemment parler de tout ça avec vous. Romain Deserables, vous pouvez peut-être vous présenter en deux mots, rapidement. Oui, alors merci, c'est Ronan Deserables. Ronan, pardon, oui. Donc Maïf... J'ai bien marqué Ronan sur ma fiche, vous inquiétez pas. Pas grave. On est en fin de journée. Direction Maïf, donc B2C, donc plutôt personne physique, je parlerai de ces sujets de prévention. Bon, très bien. Et voilà. Donc Fabien Le Gall, Fabien Le Gall, responsable en fait d'une équipe d'ingénierie en fait chez Abeille Assurance. D'accord, très bien. Et on va, juste pour fixer un petit peu les choses, une autre activité Klaxoon, on ne se refuse de rien, ce qu'on appelle l'activité post-it, donc en animation au début de cette table ronde, mais on va voir que tout ça, on va s'en servir pendant cette table ronde. Question, quelles sont les actions à mettre en place pour inciter les particuliers et les entreprises à s'adapter aux catastrophes naturelles? Voilà, vous êtes assis, on va pouvoir, chacun va pouvoir dans le public, évidemment, répondre à cette question. Je reviens vers vous, Amandine Driot. Sur cette gestion, comment vous voyez un petit peu les choses de votre point de vue d'assurance, notamment en direction des élus, des collectivités? Comme vous le savez, donc, la SMAC est leader sur le marché des collectivités. Et aujourd'hui, on a 2/3 de nos 35 000 communes françaises qui sont exposées à un risque naturel. Donc la question qui se pose, c'est comment on continue à accompagner, à assurer nos collectivités sans être clivant, sans créer d'inégalités. Donc effectivement, on travaille énormément sur ce sujet. La première chose et qui a été pas mal évoquée, c'est l'acculturation, la culture du risque. Malgré que tous ici dans la salle, je pense qu'on soit très conscients des changements, les élus ont encore besoin d'avoir cette prise de conscience avant de passer à l'action. Donc c'est aujourd'hui un des axes premiers, c'est comment on acculture, comment on aide à se former nos élus et les directions opérationnelles, bien évidemment. Il y a un mot-clé, c'est l'accompagnement. Hein, et ensuite l'accompagnement. Donc on a évidemment plein d'actions, on a développé une palette d'actions de sensibilisation auprès de ces élus et de ces directions opérationnelles sous différents formats, c'est la fin de journée aussi, tant sur du distanciel que du présentiel, et qu'on établit aussi grâce à nos partenaires sur tout le maillage territorial pour justement véhiculer les bons messages et les aider à prendre en compte cette transformation et tous ces risques qui arrivent. Et si je vous dis réduction de la vulnérabilité, de votre point de vue, alors vous pouvez répondre quoi? Effectivement, la réduction de la vulnérabilité est aussi un enjeu fort. Alors un peu moins sur le RGA aujourd'hui au niveau des collectivités, mais tout de même le bâti fait aussi face à certains enjeux. Pour ça, on a des partenaires qui accompagnent nos sociétaires, un partenaire qui s'appelle Osmo Group, qui vient justement faire un diagnostic du bâti et ensuite proposer des solutions. On travaille aussi avec le groupe Maïf sur un dividende écologique, et ça, Ronan vous en parlera, où une partie servira justement au financement de programmes de prévention pour réduire la vulnérabilité de nos collectivités. Et sur la gestion de crise, et puis on pense évidemment l'après-crise, parce que ça continue, on tire les leçons évidemment de la crise pour d'éventuelles crises à venir. Qu'est-ce que vous faites auprès des élus, des collectivités locales? Alors ça a été aussi un peu abordé, mais cette acculturation, cette culture du risque et cette gestion de crise est très importante. Donc on est aux côtés de nos collectivités, notamment pour les plans communaux de sauvegarde, et on travaille avec un
partenaire aujourd'hui qui s'appelle Numérisque, qui accompagne ces collectivités dans les mesures à mettre en place. Et on fait aussi, je ne sais plus qui évoquait ce sujet, beaucoup de retours d'expérience parce que ça aide aussi à la mémoire, ça aide les élus à se projeter et c'est ce qui marche aussi de plus en plus. L'importance de l'accompagnement, Ronan Désérable, c'est évidemment prioritaire également pour vous? Oui, complètement. Alors peut-être avant d'aborder ce point-là, je voudrais évoquer des structures aussi qui accompagnent dans l'acculturation. Je pense à des structures comme Prévention Maïf qui font un travail de terrain et d'acculturation, qui ont d'ailleurs une délégation du ministère sur les plans de familial de mise en sûreté. Sur la partie acculturation, on a développé une plateforme digitale qui s'appelle Aux Alentours. Et l'idée, justement, c'est de contribuer à une culture du risque en accédant à des informations de manière assez intuitive. Donc, vous trouverez bien sûr des données... Ça fonctionne déjà. Ah, ça fonctionne. Vous pouvez faire le test. D'ailleurs, c'est accessible gratuitement. Je fais la pub au passage. Ausalentours.maif.fr. Vous avez de l'open data, par exemple, les RGA, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Ce sont les données du BRGM. Mais on expose aussi des données sur le risque de submersion marine vu à date et vu à 2100, le risque, l'évolution du trait de côte. Et on est allé aussi plus loin parce qu'on s'est dit que la culture du risque était faible et que pour attirer l'utilisateur finalement dans cette connaissance du risque, des fonctionnalités par exemple sur des estimateurs immobiliers. Et on s'appuie sur les données DVF dont parlait Eugénie Cazot tout à l'heure. Sur l'accompagnement, je réponds à votre question. Donc ce qu'on cherche à faire au-delà de l'acculturation, c'est accompagner par des actions concrètes nos sociétaires dans la réduction de la vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye d'abord, de les identifier, il faut pouvoir rapprocher les datas. Deux, c'est de pouvoir leur proposer des diagnostics de vulnérabilité. Et trois, des travaux. Et pour être concret, on a 3 cas d'usage. Un cas d'usage dans une zone PPRI, plan de prévention des risques inondation. Un deuxième cas d'usage dans un PAPI, programme d'action de prévention inondation. Et un troisième cas d'usage qu'on est en train d'ouvrir sur finalement proposer d'accompagner nos sociétaires qui ne sont pas concernés par la réglementation. Voilà, donc ça ce sont des cas d'usage très concrets qui posent quand même pas mal de questions. Je ne sais pas si j'ai le temps de le développer maintenant. Vous allez pouvoir reprendre la parole, mais déjà c'est bien parce que vous étiez très concret, tant mieux. Je me retourne vers Amandine Driot. Ça peut aller jusqu'à l'aide au montage financier, je pense évidemment au fonds Barnier, auprès des élus. Effectivement, c'est une partie qu'on est en train de développer parce que le fonds Barnier, c'est assez complexe, hein, que ce soit pour les PP ou les collectivités. Donc, effectivement, c'est comment on les accompagne pour monter ce dossier de financement. Ronan, comment on engage justement des actions de vulnérabilité? Comment vous faites? Alors c'est une vaste question. C'est un peu large. Oui, alors je vais évoquer peut-être les freins et peut-être il y a la question des leviers qui a été évoquée, mais on y travaille aussi. Moi j'aime bien regarder finalement utiliser la boussole de l'innovateur, parce qu'on peut voir finalement des actions concrètes de prévention comme une innovation. Une innovation c'est quoi? C'est une nouveauté qui s'implémente durablement dans le réel. Et en fait cette boussole de l'innovateur, hein, qui vient de la pensée design, elle a 3 axes, c'est assez simple: désirabilité, faisabilité, viabilité. Finalement, est-ce que pour un particulier, c'est désirable d'engager des actions concrètes? La question, c'est: se sent-il concerné? Sait-il qu'il est dans une zone à risque? Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, par les services de l'État. Finalement, il y a une forme de déni du risque. Il y a aussi des biais cognitifs, biais d'illusion de contrôle, etc. Donc, est-ce que c'est désirable? Ça, on n'en est pas certain. Alors, il y a aussi le biais de disponibilité, parce que quelqu'un qui aura été victime d'une inondation, par exemple, pour le coup, il aura cette information-là, il sera sans doute plus sensible. Donc ça, c'est le premier point sur la désirabilité. La faisabilité, ça pose aussi une certaine complexité, parce que pour proposer un diagnostic, mettre en relation avec les services de l'État sur le fonds Barnier, donc il y a de nombreuses parties prenantes. Et puis, quand on regarde de près, hein, les données réglementaires, hein, PPRI, PAPI, finalement c'est assez peu scalable, c'est-à-dire que chaque PPRI est un cas d'espèce. Donc si je regarde un PPRI, il faut que je refasse le travail pour un autre, et c'est assez peu digitalisé. Par exemple, moi je rêverais de rentrer une adresse et de savoir finalement si je suis éligible ou pas au fonds Barnier et quelles mesures je dois mettre en place. Ça n'existe pas aujourd'hui dans les services proposés. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la parole. Avant de donner le micro à Fabien Le Gall, je vous incite à répondre à la question post-it via Klaxoon qui a été posée tout à l'heure. Je répète la question: quelles sont les actions à mettre en place
pour inciter les particuliers et les entreprises à s'adapter aux catastrophes naturelles. Voilà, vous voyez déjà beaucoup de réponses données, voilà, qui s'affichent de couleurs tout à fait différentes. On va garder ce panneau avec nous parce que c'est évidemment très important. Fabien Le Gall, vous êtes responsable ingénierie prévention pour Abeille Assurance. Alors vous étiez très axé incendie. Aujourd'hui, vous êtes un peu, non pas obligé de changer de pied, mais de vous intéresser aux autres sujets. C'est bien ça? Exactement, bah, c'est vrai que les ingénieurs de prévention du coup de compagnie étaient vraiment axés en fait sur l'analyse d'incendie, effectivement, puisque c'était du coup le risque le plus, avec la gravité la plus importante. Et donc on axait effectivement nos analyses en fait de risque là-dessus. En fait, le métier d'ingénieur prévention, pour ceux qui ne savent pas exactement du coup ce qui est notre métier, mais notre métier c'est effectivement d'accompagner les clients en fait dans l'analyse des risques auxquels ils sont exposés, de faire une cartographie et puis après d'émettre des préconisations en fait qui leur permettent de réduire du coup la fréquence et la gravité des sinistres auxquels ils peuvent s'exposer. Et c'est vrai que le changement climatique ça nous met un défi supplémentaire, hein, puisque du coup on en a parlé largement du coup aujourd'hui en termes de gravité et de fréquence. En fait on voit effectivement qu'on est confronté à une augmentation des deux. Donc pour nous, c'est effectivement un défi supplémentaire. L'incendie était notre cœur de métier. On était plutôt à l'aise en fait dans l'analyse de l'exposition à l'incendie. On était plutôt à l'aise avec les mesures de prévention, les moyens de protection. Et donc dans nos analyses, en fait, le risque climatique, ça se limitait presque en fait à regarder du coup l'exposition. Et donc on s'appuyait sur la MRN, on s'appuyait sur différents outils qui permettaient de mesurer l'exposition. Mais on s'arrêtait là, entre guillemets. Aujourd'hui, on est obligé d'aller beaucoup plus loin, effectivement. On est obligé d'accompagner nos clients. Alors, on a beaucoup parlé du fonds Barnier. Alors, c'est vrai qu'au sein d'Abeille Assurance, on a communiqué notamment du coup, sur le fonds Barnier pour notre portefeuille particulier petit pro, sur le risque d'entreprise, qui est plutôt mon métier. On ne bénéficie pas, effectivement, enfin, on n'a pas l'accès effectivement à ce fonds Barnier. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire pour accompagner nos clients, c'est essayer de les accompagner aussi du coup, dans le respect des prescriptions justement des PPR, puisque c'est vrai qu'on constate effectivement qu'on a encore beaucoup de clients qui sont en décalage en fait par rapport aux préconisations en fait des PPR. Et donc nous, notre action, ça va être effectivement de regarder leur exposition et de les accompagner, et de les aider effectivement à lire, à comprendre du coup leur exposition et à se protéger au mieux face aux événements climatiques. Merci beaucoup, mais ça veut dire que vous avez été obligé un peu d'orienter votre stratégie de prévention d'une façon différente. C'est un peu ce que vous venez d'expliquer. Oui, et puis ça nécessite aussi en fait de se former soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé en fait de formation du public, des assurés, mais ça nécessite aussi en fait de reformer les équipes en fait en compagnie, puisque du coup, quand on était spécialisé du coup dans les métiers de l'incendie, on n'est pas forcément spécialisé en fait dans les métiers du risque climatique. Et donc ça nécessite en fait de la formation. Donc nous au sein d'Abeille Assurance, comment on peut inciter les assureurs, je dirais, à cette prévention? Finalement, c'est ça un peu la question que je vous pose à tous les trois d'ailleurs. Comment on peut inciter plus, au fond, les assureurs à cette politique de prévention? Oui. Alors, c'est vrai que volontairement, en fait, on s'est rapproché, nous, par exemple, en fait, des équipes de Mayan, en fait, pour former aussi nos agents généraux. C'est-à-dire que les agents généraux, en fait, on a souhaité en faire des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il fallait absolument, en fait, qu'ils prennent conscience, en fait, des effets du changement climatique en tant qu'assureurs et qui passent la bonne parole aussi à leurs assurés. Le fait de s'assurer, en fait, que les assurés aient la connaissance, en fait, de la disponibilité du fonds Barnier, par exemple, c'était quelque chose qu'on a souhaité, en fait, sur lequel on a souhaité effectivement accès à la communication. Amandine Driot, on a beaucoup parlé des élus déjà et des collectivités locales, mais dans les territoires, il y a évidemment les entreprises et puis il y a les associations également. Là-dessus, peut-être vous pouvez en dire un peu plus? Oui, après, c'est exactement pareil que pour les collectivités. Il y a toute une acculturation à faire et ensuite un accompagnement. Donc, ce qu'on fait pour les collectivités se vaut aussi pour nos entreprises et nos associations. Ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à toucher une collectivité, on touche forcément les entreprises, les associations, mais aussi les particuliers. Donc c'est pour ça qu'on travaille notamment main dans la main avec la Maïf sur les différentes actions de prévention qu'on peut faire sur le terrain pour avoir plus de puissance et d'impact pour que la prévention ait des vrais effets positifs et soit un levier de performance. Ronan Desérable, vous voulez apporter un commentaire ou quelques réflexions ou réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, alors
J'étais un peu distrait, pardon. Moi, je voudrais apporter un éclairage peut-être complémentaire sur... D'ailleurs, vous pouvez vous appuyer sur vous voyez, toutes les solutions, les réponses données par tous nos amis ici. Hein, donc, vous voyez de couleurs un peu différentes, mais il y a une foule de solutions. En fait, j'imagine que c'est des choses que vous pratiquez tous les jours. Hein. Un éclairage sur les leviers, ce que j'entendais parler tout à l'heure du levier tarifaire. Oui. Il n'est pas si évident que ça, puisque finalement, dans un monde de dérive climatique, les cotisations MRH vont mécaniquement augmenter. Et en sous-jacent, il y a le phénomène d'antisélection qui était évoqué tout à l'heure. Et donc l'enjeu d'assurabilité, il est quand même prégnant et il est présent. Et donc les leviers, pour moi, finalement, ce sont des leviers systémiques à actionner. Une mutuelle d'assurance peut actionner des leviers qui sont à sa main, mais on pense aussi, côté Maïf, vous savez, on aime bien militer, on pense aussi à des leviers réglementaires. Par exemple, on pense que ce serait intéressant à la Maïf de faire évoluer la réglementation, s'inspirer du dispositif que vous connaissez tous ici, c'est MaPrimeRénov', et proposer en fait un dispositif qui pourrait être MaPrime Prévention, qui finalement permettrait d'inciter les personnes à finalement développer cette culture du risque et développer des actions concrètes. Et bien sûr, il s'agirait que ce dispositif puisse s'articuler, par exemple, avec le fonds Barnier pour pouvoir l'actionner beaucoup plus facilement. Hein. C'est Nicolas Baudusseau qui l'évoquait tout à l'heure. Côté citoyen, c'est quand même difficile d'actionner ces leviers réglementaires. Et pour un assureur, nous on s'y essaye, à travers des expérimentations qu'on mène, on se rend compte que c'est quand même assez complexe. Fabien Le Gall, vous aussi, au sein d'Abeille Assurance, vous travaillez sur des nouveaux produits de ce type-là ou un peu comparables en ce moment ? Alors des nouveaux produits, je ne sais pas. Par contre, effectivement, alors ce qui était nécessaire aussi, c'était de se poser la question en fait de l'impact en fait des moyens de protection. C'est vrai qu'on a parlé en fait on a parlé à plusieurs reprises en fait des moyens de protection. Alors je ne parle pas des ouvrages hydrauliques ou autres du coup, mais je parle plutôt des moyens de protection en fait liés au bâti. Les bâtards d'eau, l'élévation des installations électriques, la sécurisation du coup des amenés, des différents fluides en fait sur le bâtiment. En fait, travailler sur l'impact en fait de la protection de ces différents leviers, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé de notre culture qui était une culture incendie. En fait, on avait connaissance en fait de l'impact de chacun des moyens de protection. Il existe peu de référentiels qui nous permettent de quantifier exactement l'impact en fait de la prise en compte en fait d'un moyen de protection, et donc il faut qu'on développe en fait ces modèles pour comprendre un peu mieux aussi quel est l'impact en fait et quel est en gros pour nous et pour l'assurer en fait le bénéfice de chacune de ces mesures de protection. Merci beaucoup. Je vous incite à poser toutes les questions que vous souhaitez à nos trois invités pour cette table ronde. Amandine Driou, est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis sur un certain nombre d'exemples sur les mesures de prévention pour les entreprises et les associations qui composent un territoire? Là, il y a des choses très concrètes dont vous pouvez parler. J'ai vu numérique, IRMA, résilience tour, etc. Ça recouvre quoi exactement? Oui, complètement. Donc le Résilience Tour est en lien avec la journée de résilience qui est organisée le 13 octobre. Résilience Tour là est organisé par IRMA qui est l'un de nos partenaires, mais sur un mois, on va aller vraiment graviter sur toute la France métropolitaine et du coup sensibiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les citoyens, les entreprises, les associations et les collectivités, à la gestion d'une crise. Ensuite, on peut avoir aussi comme accompagnement, ça je ne l'avais pas mentionné, mais tout ce qui va être connaissance justement du risque avec les alertes météo pour se préparer justement au risque et ensuite faire un bilan après risque. Donc ça, on travaille avec la société Predict Service qui accompagne nos sociétaires au quotidien et c'est compris dans leur contrat. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de cette table ronde. Ronan Désérables, peut-être votre mot de conclusion avant peut-être de prendre une question ou deux. En fait, sur ces sujets-là, je pense que 2022, ça a été quand même un carrefour de sensibilisation des citoyens sur le risque, peut-être une découverte pour certains. Sur les mesures d'action de prévention concrètes, au-delà de l'acculturation, j'entends. Je pense qu'on est un peu au début de l'histoire en fait, et donc c'est en train de se structurer, on est en train d'apprendre. Pour moi, ce sont des démarches très test and learn. En fait, on essaye des dispositifs, on essaye des canaux relationnels, on rentre en relation avec le sociétaire. Je vais donner un exemple concret. On travaille là sur le dispositif à Nîmes à l'abri, et en fait le parti pris. Donc ça, c'est du coup la collectivité locale qui porte ce dispositif.
Le parti pris de la Maïf, c'est de faire et proposer à nos sociétaires qui sont du coup dans des zones à risque du PPR, des réunions d'information en délégation conseil. Donc l'idée, c'est finalement faire venir les personnes pour pouvoir leur passer un message, les acculturer. Et la première étape, du coup, c'est de leur proposer le diagnostic, parce que c'est le diagnostic qui va les sensibiliser sur finalement le risque de leur habitat, mais aussi le risque en tant que personne. Voilà. Donc pour moi, plutôt au début de l'histoire. Fabien Le Gall, si on essayait de conclure, et merci encore une fois pour votre patience, les projets à court, moyen et long terme dans cette politique de prévention pour Abeille Assurance, qu'est-ce qu'on pourrait exactement dire en cette fin de journée ? Moi, ce que j'aimerais dire, du coup, pour finir, c'est effectivement l'aspect retour d'expérience aussi, parce que du coup, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Nous, pour citer un exemple, par exemple, chez nous, on a eu un assuré en fait dans le sud de la France il y a quelques années, en fait, qui est concessionnaire automobile, et en fait il a connaissance en fait d'un événement climatique en fait qui va toucher la concession, et donc son premier réflexe en fait c'était de mettre du coup tous ces véhicules de valeur en fait au sous-sol de sa concession pour se protéger contre la grêle, et il se trouve qu'en fait il n'avait pas pris conscience en fait que du fait de l'imperméabilisation des sols en fait il allait être touché par un phénomène de ruissellement qui est finalement à inonder en fait son sous-sol. Cette analyse en fait du retour d'expérience, elle est importante en fait. Très frappant comme exemple, vous avez raison. On parlait des gestes réflexes tout à l'heure. Il a eu un geste réflexe, c'est-à-dire qu'il a eu un bon réflexe. En fait, il s'est dit je vais me prémunir en fait contre un événement, enfin contre un risque climatique. Et finalement, il s'est exposé à un autre. Et donc ce retour d'expérience, il est vraiment très très utile pour nous. Ça nous a permis d'analyser ce risque-là, de savoir comment on allait faire justement. Et de mieux accompagner probablement pour la suite. On l'a accompagné en fait dans la mise en place de moyens de protection en fait pour éviter que la répétition de ce genre de sinistre. Mais surtout en fait, ça a permis aussi d'analyser à grande échelle en fait sur les autres concessions du groupe en fait comment on allait pouvoir les protéger. Et puis nous en fait en termes de réflexes en fait à plus grande échelle, on s'est dit bon bah ça nécessite quand même en fait de se poser les bonnes questions et les bons réflexes pour éviter du coup de se trouver dans des situations comme ça où on a une bonne idée mais finalement on augmente du coup l'exposition au risque. Une question du public que je vous adresse à tous les trois. En matière de prévention, les assureurs ne font-ils pas au fond le travail des pouvoirs publics? Qu'est-ce qui veut répondre le premier? Amandine? Je pense que la prévention, c'est justement l'affaire de tous. Donc on ne fait pas le travail des pouvoirs publics, mais on doit être complémentaire dans les différentes actions qu'on doit mener. Plus on sera en complémentarité, plus on sera en synergie, plus nos actions auront un impact. Et donc c'est vraiment cet effet de complémentarité, je pense qu'il faut avoir en tête. Ronan Désérable, comment vous pourriez répondre à cette question? Complémentarité, ça vous va bien aussi? J'aurais presque fait la même réponse. En fait, je pense que chacun à son niveau, avec la position qu'il a dans le système, en fait, peut agir à son échelle. En fait, et donc c'est complémentaire. Pour moi, le législateur pose un cadre. Ce cadre, on peut s'appuyer dessus. On peut aussi échanger pour faire évoluer ce cadre. Les assureurs sont quand même bien placés pour avoir, via leur sinistralité, une évolution des conséquences. On le voit dans les chiffres qui ont été présentés ce matin. Et aussi sont bien placés pour entrer en relation avec leurs sociétaires, pour essayer de leur proposer des mesures. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de complémentaire et pas du tout de contradictoire. Fabien Le Gall, vous, comment vous pourriez répondre à cette question sur cette prévention? Est-ce que vous avez l'impression, au fond, de faire un peu le travail des pouvoirs publics? La question était un peu provocante, mais... Non, j'aurais la même position, la même réponse effectivement que mes confrères sur le sujet. C'est vrai que la prévention, c'est l'affaire de tous, et donc il ne faut pas qu'on se renvoie la balle. En fait, il faut chacun prendre sa part, effectivement, et voir comment on peut le maîtriser chacun à son niveau, quoi. Vous gardez le micro, il y a une autre question, je la cite, dans la presse, des représentants de l'assurance alertent sur le risque de voir des territoires devenir inassurables. Les outils de prévention développés par les assurances peuvent-ils se permettre de maintenir les territoires assurables? Est-ce que ça, on a parlé de l'exemple de la Californie tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, c'est un cas de figure qui pourrait arriver? Je vous pose la question à tous les trois, peut-être Fabien. C'est un scénario envisageable ou c'est pas l'ordre du jour? Je ne sais pas si c'est... Enfin là-dessus, ça dépasse peut-être un petit peu du coup mon champ de compétences, mais en tous les cas, ce qu'on a pu voir, parce que c'est vrai qu'on a cité Xynthia tout à l'heure, du coup, on a évoqué aussi du coup les fonds qui étaient alloués en fait pour déplacer en fait des populations. Il est sûr que sur certains territoires, effectivement, peut-être qu'il y a des territoires qui ne seront plus, qu'on ne pourra plus exploiter comme on les exploite aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. On a parlé de la suppression du risque. En fait, c'est un des premiers axes, effectivement. Hein. Bien sûr. Donc le déplacement des populations sur des territoires extrêmement exposés, c'est effectivement un des sujets.
Amandine, vous vouliez dire un mot sur ce point? Oui, justement. Un territoire. Ça rejoint un peu la première question, c'est est-ce qu'on ne fait pas le travail des pouvoirs publics? Justement, il y a la mission assurabilité aujourd'hui qui est menée par l'État et qui nous consulte pour avoir notre avis. Et cette mission, elle vient aussi du fait qu'effectivement, aujourd'hui, des territoires sont très exposés et en danger demain. Et nous, groupe Maïf, SMACL, on croit justement que la prévention sera un des leviers, mais un des leviers majeurs pour répondre à cette inassurabilité. Et comment justement on travaille avec les pouvoirs publics pour mettre en place la prévention. Ronan Le Désirable, réponse de votre part à cette question? En fait, l'assurance fonctionne en France parce qu'il y a des systèmes de mutualisation à l'échelle des assureurs et aussi à l'échelle de la CCR. Si le système de mutualisation en fait, est un peu chahuté justement par des stratégies, ça pose la question de l'assurabilité. Ça a vraiment été évoqué ce matin, les phénomènes d'antisélection. Donc ça, pour moi, ça peut se gérer plutôt au niveau de la place en fait. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les trois pour cette table ronde vivante avec des exemples très concrets. Merci à tous les trois.